avez-vous gagné vos élections? Il n'y avait pas d'élection chez nous, c'était... Ah oui, c'est par Comment acclamation. ça? Ça avait pas Ah! Terrebonne. C'est d'ailleurs, c'était pas, non pas la plus grande municipalité au Québec où il n'y avait pas d'élection. Là. Exactement. C'est une acclamation. C'est ça votre slogan? Oui. La plus grande Non. municipalité au Québec où il n'y a pas d'élection. Non, c'est pas ça le slogan. C'est à Terrebonne, on est de terre bonne humeur. Ça, c'est un vieux. C'est un vieux slogan. Oui, mais c'est le meilleur, là. Puis un slogan, il faut que ça soit court et punché. Là, ton slogan à toi, Alex... C'est un paragraphe. Oui, c'est ça. un paragraphe. Mais c'est dommage, ça, parce que ça illustre... J'ai trouvé ça... Et c'est pas nouveau, là, mais c'est ça. Ça illustre un peu le désintérêt. Ben, pas le désintérêt, mais le taux de participation à Montréal a été famélique. C'est autour de 37 c'est ça. Je pense que c'était... Moi, les derniers chiffres que j'ai vus n'étaient pas finaux, mais ça s'enlignait sur un peu moins que la dernière fois. Puis la dernière fois, c'était ça, 37-38 Le taux de chialage contre les cônes oranges est plus élevé. Mais c'est ça qui est étonnant quand même, parce que c'est probablement le palier... le palier municipal est probablement le palier qui a le plus d'impact direct là, sur la vie quotidienne des gens. Puis... c'est ironiquement celui où la population va le moins voter. Mais bon, c'est ça. Il y a certains arrondissements où ça a été autour de 50 je pense. Hein. Il disait que c'est comme ça que Projet Montréal avait réussi à conserver quelques postes clés de mairies d'arrondissement comme dans Rosemont, entre autres, là, en ayant été capable de faire sortir le vote, comme on dit, autour de 48 ouais. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose, là, je comprends, là, puis je le répète, là, vous êtes dans un endroit sécuritaire, on va pas s'éterniser, mais c'est ça. C'est vraiment pas beaucoup de gens qui sont pas allés voter, vraiment. Donc, ce que tu veux dire, c'est, come on, c'est ça. Gang, c'est ça. faites un effort. Bon, sinon... je me suis levé de êtes-vous de bonne humeur? Je me suis levé de... Ben, je pensais que j'étais de bonne humeur, mais finalement, je pense que je suis pas de bonne humeur. Je sais pas pourquoi. Ça va, moi, très mais bonne humeur. je pense que le... très bonne humeur. C'est normal parce que tu habites à Terrebonne. Ça, t'es obligé. Ouais. T'es obligé, t'as pas le choix. T'es pas très de bonne humeur. T'es terre bonne humeur. Okay. Mais bon, je sais pas ce que je voulais dire. Non, mais je pense que le changement d'heure... C'est ça. Ça rentre dans le corps. Non? Peut-être, Hier, c'est là, ça, parce que je sais pas, moi. Ce petit temps gris, cette pluie là, à 3h30 de l'après-midi, tu avais l'impression qu'il faisait noir. Moi, j'avoue que ça, au début particulièrement, ça mine le moral. Ouais. Ouais. C'est peut-être Donc, ça. on va se forcer. On a Martin. Martin va nous guider. Oui. Puis nous autres, moi, je vais embarquer. Puis on va... c'est ça. On va y arriver. Ben, je sais pas Parce qu'avec la grisaille puis le taux de participation, c'est ça. Faut faire des efforts. C'est la période de l'année où il faut en profiter quand il y a quelques rayons de soleil dehors pour sortir, pour prendre un peu de lumière, pour s'oxygéner. Parce que tout le monde est affecté par le manque de lumière. Clairement. Oui. Bon, alors gardez ça en tête là, sur la route. Sauf le Canadien. Avec les enfants. Ben là, on verra. Grosse semaine. Peut-être que vendredi, on trouvera que finalement... Ils étaient affectés, eux autres aussi. OK, aujourd'hui, une équipe à maillon faible ou à maillon fort? Des éveils offensifs. Tu peux faire la liaison, mais ce n'est pas obligatoire. Des éveils offensifs. Voyons donc. Oui, en tout cas. Pourquoi pas? Je sais pas. Et, ça se dit mal. Et attention, là, c'est une chute, là. Ouf. Et l'ombre du pire fléau plane. C'est tellement OK, épisode. Wow. Et là, restez là. Ça va être joyeux. C'est tellement OK, épisode 437. C'est ce que j'allais te dire. As-tu hâte qu'on soit plus dans les 430? Parce que... Il y a beaucoup de consonnes. C'est un exercice de prononciation. Il y a beaucoup de consonnes. Ouais. Comme Martin dit, on dirait que ça fait comme 20 épisodes qu'on est dans la même dizaine, bizarrement. Martin Leclerc est votre chroniqueur principal au service des sports. Bonjour, Martin. Bonjour, messieurs. Et Alexandre Gascon, il est de terre bonne grandement... Terre, bonne humeur. Alexandre Gascon est votre journaliste affecté aux affaires du hockey. Bonjour, Alexandre. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupard. Cole Pinouille, c'est beaucoup de
Similitude dans un sens que c'est deux joueurs qui sont en train nationale pour être repêchés haut pour leur offensive. Puis là, mais, tu sais, Cole, il a peut-être plus un rôle offensif que Nui, mais je l'ai convaincu à 5 contre 5 comment jouer la game. Puis là, mais Nui, mais j'y ai enlevé un petit peu son côté offensif. Puis c'est pas tous les joueurs qui acceptent ça. Tu sais? Fait que moi, je lève mon chapeau parce qu'en partant, j'ai dit, Nui, tu joueras pas sur le powerplay. Tu vas jouer en désavantage. Puis c'est pas chaque joueur qui serait super heureux avec ça puis qui irait à la tâche, tu sais. Mais il bénéficie de ça beaucoup, là. Puis là, on a des circonstances où il se retrouve sur le powerplay. Tu sais, mais là, il est capable de tuer. Fait que tu as plus de choses dans ton coffre d'outils, là. Tu sais, fait que... Puis ça, c'est... Ben, je sais que Nui est capable de jouer sur un powerplay. Puis là, ben, il est après me prouver qu'il est capable de jouer sur un piqué puis faire une bonne job. T'sais. Fait que ça, c'est comme entraîneur, tu veux... Moi, j'aime ça donner des rôles à tout le monde. T'sais. Mais des fois, si tu enlèves un petit rôle à quelqu'un qui toute sa vie était dans ce rôle-là, c'est pas tous les joueurs qui acceptent. Fait que moi, je lève mon chapeau à Nui, puis ça l'aide sa game, mais ça l'aide notre équipe aussi. Dans les coulisses de l'évolution de Nui, Alex Nowak qui joue son meilleur hockey depuis qu'il est dans la Ligue nationale de hockey. Oui. Voilà. Son meilleur départ en carrière, en tout cas. Ouais. C'est drôle d'entendre Martin Saint-Louis raconter qu'il l'a rencontré pour lui dire écoute, là, tu ne joueras plus un avantage numérique, tu vas avoir une vocation plus défensive parce qu'il y a 9 points, 5 buts, 4 passes, il est plus 8 après 12 matchs. On appelle ça de la psychologie inversée, Martin. Mais c'est là-dessus que j'ai écrit. Martin, il mais ils t'ont publié quand ce matin? Moi, je l'ai manqué, je pense, ce texte-là aussi. Bon, OK. Non, je l'ai manqué. Je ne sais plus. Regardez. Mais c'est ça que tu as écrit? 22 heures. C'est ça que tu veux? Ben, c'est ça. Bon, je dormais. Mais qu'est-ce que... Là, oui? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a plusieurs choses là-dedans. Quand Martin Saint-Louis disait « Je sais que Newey est capable de jouer... » Newey, oui. Newey. Ah, c'est pas Newey? C'est pas pareil. C'est Newey. En tout cas. Est capable de jouer en avantage numérique, c'est vrai. Il est capable, mais il n'est pas très performant. Dans les 2 dernières saisons avec le Canadien, là, ces 2 premières, donc, à Newark, il a joué 300 minutes, très exactement, 299 et des poussières en supériorité. Il a marqué 3 buts, ce qui lui fait un ratio de 0,6 buts par tranche de 60 minutes de jeu. Vous savez, on ramène souvent ça sur cette échelle-là pour comparer. Et parmi les 315 joueurs qui ont obtenu... je suis allé avec un minimum de 150 minutes de jeu. Donc, parmi les 315 joueurs qui ont obtenu ce temps de glace-là en avantage numérique, il est 266e pour les buts et il est 288e pour les points quand on ajoute but et passe. 288e sur 315. Donc, il est dans le dernier... Dans le très dernier. Dans le très dernier. On ne parle pas d'un spécialiste d'avantage. Et faites à noter, qui est 315e? Peut-être un peu parenthèse. Chien, qui est 315e sur 315? Un ancien haut choix du Canadien de Montréal. Jesperi Kotkaniemi. Lui-même. Alors, 315e sur 315 quand même. Et de loin, là, comme il y a une bonne marche. Bref, Newhook, ça n'a jamais été un spécialiste de l'avantage numérique. Il n'avait pas, ni du désavantage. Il avait joué 13 minutes dans toute sa carrière dans la Ligue nationale de quelques saisons, depuis 2021, dans ces circonstances-là. Là, il a déjà doublé ce temps-là. Il était à 20 quelques en début de saison. C'est pas parfait. Le Canadien accorde encore son lot de buts avec un homme en moins quand Alex Newhook est sur la glace. On peut comprendre qu'il y a quand même une courbe d'apprentissage parce que c'est ça, c'est un nouveau rôle. Puis il y a une bonne partie des unités de l'année dernière qui ont été démantelées avec les départs que l'on sait. Mais avec sa vitesse, avec sa compréhension du jeu, tu vois déjà que, premièrement, il est une menace offensive en désavantage. Il réussit aussi à faire une pression assez soutenue pour des fois perturber le déploiement de l'avantage numérique de l'autre équipe. Je pense que ça s'en vient tranquillement. Et lui-même nous disait dans le vestiaire, le fait que je joue en désavantage, je pense que ça aide mon jeu à 5 contre 5 parce que son grand défi, puis Saint-Louis en a parlé abondamment de Newhook hier, là, il l'a raconté aussi, son grand défi, c'est d'apprendre à doser sa vitesse.
Parce que c'est clair que c'est son atout principal. Il a un coup de patin fabuleux, extrêmement explosif, extrêmement rapide. Mais il avait tendance à toujours être à fond de train. Ce qui n'est pas comme ça qu'on conserve nos énergies pendant une rencontre. C'est pas comme ça que Nick Suzuki joue, par exemple, pour donner le contre-exemple. Et c'est pas comme ça que tu arrives au bon moment, au bon endroit aussi. Exactement. Alors, tout est une question de doser pour être à la bonne place au bon moment. Des fois, c'est le temps de mettre les voiles. Des fois, c'est le temps de ralentir. Des fois, c'est le temps d'appliquer plus de pression avec ta vitesse. Des fois, c'est le temps de te laisser glisser puis d'aller à la bonne place en fonction de comment le jeu est en train de se déployer devant toi. Donc ça, tranquillement, il l'apprend. Il me disait hier que de jouer en désavantage numérique, ça aide à voir cet aspect-là du jeu. Et à date, ça fonctionne très, très bien. Il joue au sein d'un trio très improbable, mais de plus en plus cimenté dans la formation du Canadien. N'est-ce pas, Martin? Avec Oliver Kapanen et Ivan Demidov, qui est pas mal en ce moment le deuxième trio du Canadien. Là. Saint-Louis n'aime pas donner des numéros après celui de Suzuki. Bon, regarde, c'est son choix. C'est le temps de glace qui parle et de plus en plus, ce trio-là est celui qui obtient plus de temps de glace à force égale également. La production offensive aussi. La production offensive. Et là, c'est sûr qu'ils sont tous les trois convertissent énormément de leurs tirs en but en ce moment. Là, on est autour de 30% dans le cas de Kapanen et Newhook. Mais ça va très, très bien. Il se crée des chances de marquer. Et présentement, à 5 contre 5, ce sont les 3 joueurs les plus productifs du club, toute proportion gardée, c'est-à-dire par minute de jeu. Là, le nombre de points obtenus par minute jouée. Okay. À 5 contre 5. Ce sont les 3 premiers actuellement, devant Suzuki et compagnie. Je l'ai ici. Donc, Kapanen est à 2,86 points par tranche de 60 minutes. 2,75 pour Demidov, 2,51 Newhook. Puis après ça, on tombe. Là. Donc, ce sont vraiment les 3 premiers. Alors, c'est un trio improbable qui est en train vraiment de prendre forme puis de prendre son envol. Newhook en profite. Newhook est un peu le moteur de ça aussi. Et pour reprendre l'expression de l'entraîneur, chapeau à Martin Saint-Louis d'avoir réussi à travailler avec lui comme ça pour lui faire voir autre chose. Puis ce qu'on lui disait hier, c'est parce que Saint-Louis dit, la job de l'entraîneur, c'est convaincre. Il revient souvent avec ça. C'est beaucoup plus facile de convaincre quand tu as des arguments qui prouvent que ta démarche fonctionne. Ouais. Et en ce sens-là, Cole Caulfield est le plus bel exemple pour Alex Newhook, parce que Caulfield, qui était vu comme une gâchette puis un spécialiste de l'avantage numérique, aujourd'hui est un joueur très complet. Puis Newhook est en train de... Il ne deviendra jamais Cole Caulfield, c'est pas ce que je dis, mais est en train d'ajouter des cordes à son arc et devient lui-même plus complet. Donc, puis on verra si ça durera. Là, c'est une séquence de 12 matchs. Il y en a eu d'autres bonnes séquences, mais c'est encourageant de le voir, ironiquement, déployer ses ailes offensivement à 5 contre 5, alors qu'on lui confie plus de responsabilités de défense. Flanqué de 2 recrues, mais on s'entend, il y a un compagnon de trio, Demidov, qui voit les lignes de passe, qui est un distributeur de rondelles extraordinaire. Ce trio-là, depuis le début de la saison, sur 12 matchs, a eu le dessus 3 fois seulement sur 12 au niveau des tentatives de tir, la possession de rondelles. Mais ça doit être relativement récent, leurs 3... pas vraiment. Contre Nashville, contre les Rangers, donc 5e et 6e match de la saison, et contre Edmonton, ils ont eu 50%. Mais pour le reste, c'est... Même samedi encore, ils étaient en dessous? Légèrement, 47,4%. Okay. Parce qu'ils ont joué un bon match. Mais ils ont connu leur meilleur match en attaque. Ils ont obtenu 8 chances de marquer. Là. C'était vraiment leur meilleur... Ça a été le meilleur trio du Canadien pour générer de l'attaque à 5 contre 5. Je suis d'accord. Puis c'est arrivé à point nommé parce que c'était le pire match à 5 contre 5 du trio de Nick Suzuki. C'est ça. Puis à lui seul, Newhook a eu 4 chances de marquer dans le match de samedi. Demidov en a eu aussi 4, si ma mémoire est bonne, ou 3. 4 aussi. Fait que c'est ça, ça roule. Puis Demidov a marqué un but assez spectaculaire avec la complicité de Hudson. Comme dit Martin Saint-Louis, ça c'était l'application il appelle ça les règlements du hockey ou les règles du hockey, là, mais c'était l'exécution parfaite d'un passe-et-va remettre la rondelle, foncer et la recevoir. C'est ça, de faire disparaître un obstacle en se déplaçant, en utilisant la vitesse. Là. C'était vraiment beau à voir. Et c'est ça, Hudson, quand Hudson joue avec Demidov et avec Newhook, c'est comme si tu ajoutais... C'est comme si c'était ça le trio. Là.
Fait que non, c'est vraiment beau. Encore une fois, Martin casse du sucre sur le dos de l'hiver Kapanen. Mais je regarde sur les... Tu l'haïs, Martin, dis-le. Non, de remettre Dodson au centre. C'est une blague. Je trouve, tu sais, il est responsable défensivement. Kapanen, il fait jamais mal à son équipe. Mais c'est ça, d'un point de vue offensif, souvent, dans les séquences, tu vois que c'est Newhook puis Demidov qui se cherchent et qui se trouvent. Et quand Hudson est là, Demidov et Hudson ont une connexion aussi. Là, tu vois que quand Demidov est arrivé ici, il avait hâte de jouer avec Lane Hudson. Il avait regardé les matchs du Canadien à distance. Ils sont co-chambreurs, si ma mémoire est bonne. Ah, je savais pas ça. Ouais. Ah ouais? Je suis pas sûr. Ça se peut. Il me semble avoir vu ça. OK. Fait que c'est ça. Ils passent leur temps à jaser de hockey. Ils ont un peu la même obsession. C'est ça. Deux danseurs de ballet. C'est ça que c'est. C'est quoi? C'était au repêchage de Demidov. Il y avait une belle photo des images des deux de la rencontre. Puis je sais pas, on dirait que. Il y a une connexion, il y a une chimie qui existe. Bon, OK. Est-ce que vous avez dit samedi contre Ottawa, donc le trio de Suzuki, c'était moins évident. C'est un peu celui de Kapanen qui a pris le pas. Oui, c'était un des rares matchs samedi où le trio de Suzuki a été dominé par celui de Stutzle. Du mauvais côté de la force, c'est ça. Mais c'est bon de voir qu'il y a un autre trio qui a pris la relève. Là. Le trio de Suzuki est quand même très constant. Non, ça va arriver, là. Ça arrive à tout le monde. Là. Ça arrive à Nathan McKinnon. Là, ça arrive à tout le monde. Quand tu joues contre les meilleurs trios adverses, ce sont les meilleurs trios adverses. Là, ils vont connaître des bons matchs. Ils vont connaître des bons matchs à l'occasion, mais c'était quand même quand je décortiquais les statistiques ou les tendances de ce match-là, le trio de Suzuki a joué quasiment tout le match avec la paire de défenseurs Dobson et Matheson. Et ils ont été quand même... Il y a beaucoup de joueurs ce soir-là, dans ces 5-là, qui ont terminé la soirée avec des ratios de 30 quelques % en termes de possession. Là. Ça a été un match difficile, mais normalement, ces 5-là écrasent la compétition. Depuis le début de l'année, c'est vraiment ça. Là. D'où la question que je posais. Est-ce que... Parce que l'échantillon avant samedi, non, même incluant samedi, c'est que c'est beaucoup ces 5-là qui tirent l'équipe, là. Oui. Et c'est les maillons forts, ce sont eux. On aurait cru, avant que la saison commence, que le Canadien serait une équipe à maillons faibles. C'était comprendre par là que c'était au niveau de la profondeur, que tout le monde allait en mettre un petit peu, puis que justement, il n'y avait pas un trio qui tirait tout le monde. Mais avant samedi, sans dire que c'est le trio de Suzuki qui tirait tout le monde, c'est ce trio-là qui abattait... le gros de l'ouvrage. Ça fait des décennies que le Canadien est une équipe à maillon faible, c'est-à-dire comme quand l'entraîneur dit on va vous avoir, ou même Kent Hughes, là, nous on va gagner par vague, on va épuiser l'adversaire, on vous attaque par vague successivement, on fait rouler nos trios, puis c'est comme ça qu'on finit avec acharnement par avoir raison de vous. Il y a une partie de ça, mais bref, donc c'est ce qu'on entend par maillon faible. Donc si ton moins bon joueur est plus fort que le moins bon joueur de l'autre équipe. C'est ton avantage. C'est un peu le principe. Ouais. Et inversement, maillon fort, c'est une équipe comme l'Avalanche du Colorado, par exemple. Mais depuis le début de l'année, le Canadien a ce profil-là avec justement le trio de Suzuki et particulièrement le duo Dobson-Matheson en arrière. L'équipe maintenait, avant le match contre Ottawa, qui a été un peu moins bon et qui a dû faire fléchir les chiffres un peu, mais pas énormément. L'équipe, quand le trio de Suzuki est sur la glace, maintient un taux de possession de rondelles de près de 60 %. Les buts anticipés, donc les buts qu'on attend en fonction des actions des deux équipes, et c'est presque un ratio de 2-1 en faveur du Canadien quand Suzuki et compagnie sont là. Et quand ils n'y sont pas, tout ça tombe autour de 45 %. Donc, il y a vraiment une dichotomie là, claire et nette entre le premier trio, qui est étiqueté comme tel, et le premier duo de défenseurs et tous les autres pour l'instant. Il y a 12 matchs de jouer. C'est un plus gros échantillon que ce qu'on avait il n'y a pas si longtemps, mais ça demeure pas si énorme. Ça demeure pas énorme. Donc, on verra. Mais oui, on dirait que le Canadien est mené par ses vedettes en ce moment et ça fait très, très, très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Cela dit, et puis tu me corrigeras si j'erre, mais au niveau du temps de jeu, par contre, c'est vrai que c'est un quatrième trio qui joue beaucoup. Là. Tu faisais le quatrième trio. Je sais pas, enfin,
l'attaquant, disons, l'attaquant qui joue le moins est quand même souvent un meilleur joueur que l'attaquant qui joue le moins de l'autre côté. Là. Donc, au niveau du temps de jeu, je pense que ça reste une équipe qui est à maillon relativement faible. équilibré. C'est juste que la production ne vient pas. Là. C'est juste que et ça, on va peut-être tenter dès ce soir, parce qu'on enregistre mardi matin. Et vous disiez, je me rappelle, quand on a replacé Gallagher avec Evans et Anderson, vous disiez, là, Saint-Louis, il voulait faire ça, il est content, ça lui donne un autre trio fiable et tout. Et là, vraisemblablement, il va défaire ça, justement, j'imagine, pour aller stimuler un peu là, titiller la fibre offensive, parce que c'est surtout ça, dans le fond. C'est pas tant que les autres attaquants n'ont pas de temps de jeu ou enfin d'opportunités. C'est juste que, à part le trio de Kapanen, il n'y a pas beaucoup ou même pas peu de production offensive, enfin. Il y a peu de contribution. Oui, mais c'est il faut essayer de générer de l'attaque. Puis le trio de Anderson, Evans et Gallagher, il faut le dire, là, ça générait pas. Ça générait à peu près pas d'attaque là, depuis que ce trio-là avait été assemblé. C'est un trio de vétérans, soit, mais il ne se passait pas grand-chose. Ouais. Alors que Bolduc, Dak, Gallagher, en début de saison, généraient quand même pas mal. Il y avait des belles promesses. Ouais. Il y avait quelques étincelles. Et est-ce que ça va faire mal? Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va faire mal à Anderson et Evans de se retrouver avec Joe Veleno? Je pense pas. Ça va leur donner un gars qui patine bien, qui va pouvoir, qui est capable de jouer en échec avant et de pratiquer le même style de jeu qu'eux autres. Qui se bat. Oui. Écoute, c'était quand même louable. Une ligne de goon. J'ai trouvé ça... quand tu arrives dans une équipe et que tu poses un geste comme il a fait samedi, ça montre, écoutez, je fais partie de l'équipe, je suis là pour défendre mes coéquipiers, je veux m'impliquer, je veux le bien de l'équipe. J'ai trouvé ça très bien de sa part de le faire. Là. Alors, c'est ça. Moi, je pense que ça va être... Ça a tout à fait du sens là, de refaire ce trio-là avec Kirby Dach et Bolduc. Et à partir du moment où ce trio-là a été défait, Zachary Bolduc aussi a eu moins d'occasions de marquer. Là. C'est qu'il est passé au neutre en attaque à 5 contre 5. Mais j'ai trouvé remarquable quand même qu'il a continué, même s'il ne générait pas d'attaque pendant cette période-là, il a continué à s'impliquer physiquement, il a continué à faire des bonnes choses, à participer au succès de l'équipe. Alors, c'est vraiment une petite peste, Bolduc. Je pense que les partisans du Canadien vont apprendre à l'aimer. Puis on le voyait dans le match contre les Sénateurs d'Ottawa où il y avait un petit peu plus de ferveur dans l'air. On s'entend, c'est deux équipes qui ne s'aiment pas beaucoup. Je pense qu'il va être très, très bon pour Il avait l'air tout à fait à l'aise là-dedans. Oui. Je pense qu'il va être très bon pour cette rivalité-là. Il a passé Jake Sanderson par-dessus le banc du Canadien dans une mise en échec tout à fait légale. Puis hier, il nous en parlait. Puis il dit c'est mes mises en échec préférées parce que... c'est écœurant. Il dit, j'adore ça parce que quand tu frappes, tu l'envoies sur le banc, il n'y a pas d'espèce de... Il n'y a pas de contre-coup. Oui, de contre-coup, j'allais dire whiplash. Merci, Martin. Il n'y a pas de contre-coup. Ça se fait tout en douceur. L'autre bascule de l'autre côté. Puis toi, après, tu ne reçois pas de choc. Puis c'est le fun. Puis là, j'ai dit, t'attendais-tu à avoir le grand Curtis McDermott? Là, c'est là qui est parfait. T'attendais-tu à avoir le grand Curtis McDermott sauter sur toi? Il dit, j'étais juste surpris de le voir sur la glace, honnêtement. Je pense pas qu'il a joué beaucoup. Il racontait tout ça dans le vestiaire hier. Donc, tu vois qu'il y a cette petite pointe d'arrogance en lui. Puis, pendant tout le match, il s'en allait devant le filet, il dérangeait, il arrive juste après le coup de sifflet, tasse un peu, donne un petit coup d'épaule. Il gosse, il est fatigant. Puis, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas une caractéristique que le Canadien a en abondance. Non, exactement. Gallagher fait ça depuis toujours, mais... c'est ça. Je pense que... Un peu de relève ne fera pas de tort. Puis ça marchait bien, ce trio-là, avec Dak, il y a quelques... qui a été démantelé parce que Dak a été blessé. C'est puis c'est pour ça qu'on l'a démantelé. Là, on avait l'impression que Bolduc mangeait un peu son pain noir au sein de ce qu'on aurait pu croire être un quatrième trio. Mais présentement, c'est vraiment le trio de Jake Evans là, qui est le moins utilisé. Les trois gars, Evans, Anderson, Gallagher, ont joué environ 10 minutes samedi soir. Donc, c'est peu. Puis, c'est le temps de glace qui fait foi de tout. Ouais. C'est vrai que Saint-Louis va faire varier ça en fonction de la performance un soir donné. Là. Donc, ce ne sera pas nécessairement toujours les mêmes qui vont jouer plus, mais
vraiment le trio d'Evans. Evans et Anderson, à date, c'est un début de saison difficile. Ouais. Mais ils produiront, ils ont à peu près toutes leurs mises au jeu sont en zone défensive. Là, ils ne produiront pas beaucoup. Non. Ils ne sont jamais en position avantageuse. Ça, fait que ça va être difficile pour eux. Et probablement que l'entraîneur est conscient de ça. Là, il ne doit pas s'attendre à ce qu'ils remplissent les filets s'il les place toujours dans des missions défensives. Ça, c'est vrai, effectivement. Comment vous avez trouvé dans l'ensemble que le Canadien s'était débrouillé justement là, dans le volet, pas papier sablé, mais bon, il y a eu cette mise en échec-là de Bolduc, la réplique de... McDermott. C'est ça, merci. Après ça, McDermott a eu une autre présence, je pense, dans tout le match. Il a invité Arbor Xhekaj à danser. Xhekaj est conduit. Ça a été tout. Ça a été surtout une première période assez intense. Après, ça s'est calmé. Oui. Donc, Canadien, sentir bien. Pas froid. Du moins, c'est ça. C'est pas un enjeu. Le sens de ma question, c'est ça. Est-ce que ce sera un enjeu? Strobel qui a réglé un vieux compte de camp d'entraînement. Ça fait 2, Strobel. Avec Nick Cousins. Ça lui fait 2... c'est parce qu'il faut le voir en bédane pour comprendre que le monsieur est quand même... Il a déjà visité un gymnase. Oui. Il n'a pas peur. C'est pas juste pour faire du spotting. Non, c'est ça. Quand il est au gymnase. Mais plus là, il se fait spotter pas mal. Oui. Je suis pas sûr qu'il a besoin de se faire spotter, en fait. Il peut faire ça tout seul comme un grand. Faut que tu spottes les haltères. C'est plus les haltères qui sont en danger. Non, c'est monsieur Muscle, Strobel. C'est pas le plus grand si on compare avec Arbor Xhekaj, mais moi, je regarde ça puis je me dis, qu'est-ce que tout ça signifie pour Arbor Xhekaj? N'est-ce pas? Parce que on s'entend que présentement, il est dans la formation parce que Caden Goulet est blessé. Là. Je pense que si Goulet était disponible, c'est pas Strobel qui sauterait son tour en ce moment. Strobel joue plus, un jeu plus assuré, moins risqué. Il fait une bonne paire avec Hudson. Quand même un bon duo avec Lane Hudson. Et le grand argument, le grand atout, si on peut dire, d'Arbor Xhekaj, c'est ce côté-là, intimidation, robustesse, capable de jeter les gants si c'est nécessaire et tout. Alors là, si Jayden Strobel... Je pense qu'il est en train de se faire c'est sûr que Strobel réputation. Ne peut pas se battre contre un gars de 6 pieds 4, 230, là, alors que Xhekaj, oui. Mais on dirait que pour Arbor Xhekaj doit regarder ça aller puis se dire, on dirait que j'ai moins de ressources dans ma besace en ce moment. Ouais. Cela dit, il joue pas mal, Xhekaj, ces temps-ci, mais je regarde Strobel, ses 4 derniers matchs, 60% de possession de rondelles quand il était sur la patinoire, 50% contre Edmonton, 52% contre Vancouver, 70% contre Seattle, 65,5% contre Ottawa. Puis, tu sais, quand il a commencé à jouer avec le Canadien, Strobel, on disait... Il ne complique pas les choses, il donne la rondelle rapidement, il n'attend pas d'être en difficulté. Puis à un moment donné, quand ça se mettait à mal aller, là, quand il se mettait à garder la rondelle un peu plus longtemps ou à essayer de faire des jeux un peu plus complexes, ou quand il arrêtait de s'impliquer physiquement. Mais là, d'avoir Hudson à côté de lui, s'il n'y a pas de jeu devant lui, donne la rondelle à Hudson. Ça va bien aller. Puis là, il joue avec confiance. Il est physique, donne des bonnes mises en échec. Il est solide. Là. Non, fait que ça va être difficile de le déloger. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. On l'attendait un peu là, depuis le début de la saison, un match avec davantage d'historique, disons ça comme ça. Donc, dans la foulée de cette rencontre contre les sénateurs d'Ottawa, on vous demandait via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport et du TikTok officiel. Le TikTok, j'ai dit? Le TikTok. Le TikTok officiel de Tellement Hockey. D'ailleurs, j'apprenais ce matin en écoutant ma radio d'État qu'il y aura des TikTok Awards au mois de décembre. Alors, si jamais vous recevez une invitation, là, parce qu'on est nominé, ça se peut. Parfait. D'accord. Okay. Ouais, c'est à Los Angeles. C'est à Los Angeles. Est-ce que Marc-Antoine est encore là-bas? Est-ce qu'on pourrait aller non, mais reste là, Marc-Antoine. D'un coup, qu'on aurait une nomination, tu iras... C'est quand, les TikTok Awards? C'est au mois de décembre. Ah, oui, c'est ça. Reste là. Reste là. Non, mais tu sais, tant qu'à...
Alors, on vous demandait, via ces réseaux sociaux, avec quelle équipe le Canadien a-t-il la meilleure rivalité? Sur le book, David, la rivalité centenaire entre le Canadien et le Kraken. Il y a quelques boutades, comme ça, quelques petits clins d'œil là, sur le classico évoqué ici. Yves, toujours sur le book, je dirais qu'avec Ottawa, ça s'en vient. Yann, ça va être et toujours rester Boston. L'idée me plaît, mais je sais pas si c'est vrai. Mais l'idée me plaît. La rivalité, c'est pas compliqué. Là, ça prend des Une rivalité, c'est pas compliqué. Ça prend des affrontements. en séries éliminatoires. Moi de le dire. En saison régulière, on a vu des bons matchs avec les Panthers au cours des dernières années. C'est vrai. Toujours intense. Les Canadiens qui étaient un petit peu la bête noire. L'année dernière, le Canadien a remporté ses 4 matchs. Et les Panthers ont gagné la Coupe Stanley, ce qui veut dire que le Canadien est meilleur que les Panthers. Ils ont balayé en 4. Oui. Sur le Gram, la meilleure rivalité du Canadien, Michel, il n'y a plus de rivalité, animosité et même la haine entre équipes. Il faudrait ramener la division Adams. Nostalgique. Monique, Ottawa, bien dommage que la rivalité avec les Bruins se soit effacée au fil des années. Tchernobyl, les Blue Jays, avec tous ces... En tout cas, samedi, pour l'attention des spectateurs, il y avait de la rivalité. Mais oui, comment c'est-tu fini, ça? Quoi? Les Blue Jays? T'as pas regardé ça? C'est-tu fini, là? Quel match incroyable. Ah, c'était incroyable. Quelle série incroyable. Hein, Alex? Oh oui, c'était bon. Très déçu que ce soit mon buddy Alejandro Kirk qui a mis fin à tout ça. Là. Mais c'est pas de sa faute, il a brisé son bâton en même temps. Là. Il s'approvisionne à la même place que Mike Matheson. Mais je craignais quand je l'ai vu débarquer, je dis oh, le candidat idéal pour la balle à double jeu. Mais sur un bâton brisé. Ben oui, c'est vraiment dommage. Quand l'équipement. Et un petit dernier sur le TOC, justement, le TikTok de Tellement Hockey, auquel on vous invite à vous abonner. Référé Simard, 1 Ottawa, 2 Toronto, 3 Boston. C'est réglé. C'est réglé. Mais, vous savez, dans les années 2010, c'était Boston parce que le Canadien et les Bruins étaient 2 équipes performantes qui se sont rencontrées souvent. Donc, à la fin des années 2000, 8-9, il y a eu des affrontements 2008-2009, 2011, 2014. Dans les années 80, c'était complètement fou. Là, ça, j'étais moins là. Ben, dans les années prends un livre, ouvre un livre. Non, ça va, je connais l'histoire du hockey. Dans les années 70 aussi. En fait, oui, années 70, années 80, finalement, la rivalité s'est étiolée dans la dernière décennie entre les Bruins et le Canadien parce que le Canadien n'était pas très bon. Le Canadien n'était pas de... C'est toujours ça. Et là, les Bruins s'enlignent peut-être pour être moins exact. Donc, les Bruins et les Leafs ont développé une belle rivalité dans les 10 dernières années, là, dans l'ère Matthews-Pasternak, disons, là, Marchand. Parce que ils se battaient, c'était des matchs ils se faisaient en jeu. Oui, ils se faisaient au match numéro 7. Exact. Après avoir... Dans les années 70, ils se rencontraient en finale de la Coupe Stanley. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Dans les années 80, c'est les années de Chris Nyland, de John Cordick et tout ça. Ça se battait de façon épouvantable tout le temps. Et quand le Canadien allait jouer à Boston... Serge Savard rappelait toujours des durs des ligues mineures pour ces matchs-là. C'était incroyable, mais c'est un peu triste qu'on ait perdu ça, cette rivalité-là avec Boston. Ça va revenir. C'est le fait qu'il y ait 32 équipes dans la Ligue. Que le commissaire tient absolument à ce que toutes les équipes visitent tous les marchés tous les ans et inversement. Tout le monde vient le chez plus vous. rapidement possible, Montréal-Seattle en début de saison. Exactement. Les deux, là. Il faut régler ça le plus rapidement possible. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, le Canadien affrontait 6 fois par année les équipes de sa division, là. Même 8, je me rappelle, entre 2005 et 2010, dans ces eaux-là, c'était beaucoup. Mais, trop, c'est comme passé. Ça, c'était un peu trop, peut-être, mais 8 fois les Bruins, c'est quand même mieux que 3 Bruins, 2 Kraken, 2 Mammoth, puis un Tullora. Sauf que le format intradivision en série fait en sorte que normalement, on devrait avoir des affrontements contre Ottawa, contre les équipes. Quand tu y participes. Oui. Un mot sur Juraj Slafkovský. D'accord. Qui est passé de joueur dont on se posait la question à savoir pourquoi il était sur l'avantage numérique à expert de l'avantage numérique. Et ça, en une poignée de matchs. Ah oui. N'empêche, mais je voulais qu'on fasse un petit
un petit arrêt là-dessus parce que c'est vrai qu'en début de saison, c'était pertinent de se demander si c'était pas un candidat à laisser sa place quand on regardait un peu les configurations possibles, quand Laine était encore dans le portrait. Mais là, il y a quelque chose qui a cliqué, là. Oui, écoute, est-ce que c'est une tendance qui va se maintenir? On verra, mais c'est un très bon début de saison. Slafkovský a quoi, 6 buts déjà? Ouais. Il y en a 4 qui ont été marqués en avantage numérique. Dont 3 dans les 3 derniers matchs, je pense. Exact. Ouais. Il y a 5 contre 5, par contre. Tu sais, il joue au sein du trio le plus solide du Canadien. Là, mais il obtient quand même assez peu de chance à 5 contre 5, mais en avantage numérique, il a été très opportuniste. Il y a quoi, 22, juste un peu plus que 22% de taux de conversion de ses tirs depuis le début de la saison. Voyons, tant mieux si c'est l'année de. Il arrive dans ces années où il va commencer à toucher. Même il est encore dans les années qui précèdent son apogée. Là, fait qu'il, il y a 21 il est supposé être en route. Il est en route vers ça. Là, l'apogée. Il pourrait prendre 4-5 ans son apogée encore. Oui, l'apogée arrive autour de 24 ans, là, statistiquement, ou ça peut être 25, là, dépendant des joueurs. Ouais. Fait qu'il reste du temps. Ouais. Et il a montré du progrès chaque année depuis qu'il est arrivé. Ouais. Là, il a vraiment l'air d'un joueur de hockey. Quand on le regardait les premières saisons, le grand bonhomme qui tenait toujours son hockey à une main, qui tombait sur le derrière. Essayait de combattre pour récupérer des rondelles à une main. Tu es dans la Ligue nationale, qui avait de la difficulté avec le jeu physique. Il se faisait frapper solidement. Absolument. Fait que ça a été une courbe d'apprentissage impressionnante. Et voyons ce que ça donnera pour la suite. Mais c'est un très, très bon. C'est de loin son meilleur début de saison depuis qu'il est à Montréal. Oui, surtout que c'est comme un diesel. Là. Il avait l'habitude de partir très, très lentement puis de prendre son air d'aller après. Mais il n'y a rien comme une bonne analogie de combustible. Ouais. Oui, mais c'est aussi ferroviaire, une analogie ferroviaire. Aussi parce que, on dit ça dans le cyclisme, on utilise ça, mais c'est déjà une analogie. Donc, c'est ça. L'analogie de l'analogie. Là. Mais c'est surtout dans sa façon de marquer des buts, je trouve, qu'on voit un peu qu'il a compris quelque chose. Tous ses buts sont marqués là, près du filet. À 5 à 10 pieds autour du filet. Là. Il fonce, il reconnaît, il est meilleur pour identifier les moments où c'est le temps d'y aller, mais c'est là qu'il marque ses buts. On dirait qu'il a arrêté de penser qu'il était ce joueur aux fines habiletés, qui va battre quelqu'un à 1 contre 1 puis aller d'un superbe tir dans le haut du filet. Ça va peut-être arriver. Ça va arriver une fois de temps en temps, c'est sûr, mais c'est pas comme ça qu'il va avoir du succès dans la Ligue nationale. Et on parlait du travail de vente de Martin Saint-Louis un peu plus tôt dans l'épisode, et je pense qu'il y en a eu un à faire avec Slafkovský aussi pour lui faire comprendre que ce qui va fonctionner pour lui, c'est pas de jouer comme Ivan Demidov, puis c'est pas de jouer comme Cole Caulfield. Ça va être de jouer comme Brendan Gallagher. Un peu. Gallagher, mais comme j'aimerais savoir la Tkachuk. Distance moyenne des buts de Gallagher qu'il a marqué dans la Ligue nationale. Puis donc, c'est un peu plus court que Kucherov, mettons. Ou chez Weber. Oui, absolument. Puis il est rendu à quoi? Près de 250 buts en carrière, Brendan Gallagher. Donc, c'est quand même une carrière exceptionnelle. Slav peut très bien se rendre là, mais c'est là qu'il va les marquer. C'est là qu'il va marquer 80% de ses buts. Si Slafkovský marque un jour 30 buts comme Gallagher l'a déjà fait, ça va être extraordinaire. Là. Gallagher l'a fait 2 fois. Et de mémoire, il y a eu 4 saisons d'affilée où il y avait ce rythme-là. C'est juste qu'il y a eu des blessures aussi. Mais il a atteint le plateau 2 fois. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais je vais le dire. Moi, il n'y a rien qui m'inquiète moins dans la vie que Juraj Slafkovský. Ça m'inquiète zéro. Mais il faut quand même qu'il devienne bon, parce que c'est un premier choix. C'est un premier choix au total. Puis tout le monde compare. Logan Cooley, oui. C'est devenu bon. Oui, mais c'est hors de prix. On n'a pas moyen. Non, mais pas moyen. S'il avait joué à Montréal, pêché par le Canadien, là. Il aurait signé à moitié prix. La meilleure chose qui est arrivée financièrement à Logan Cooley, c'est de ne pas être repêché par le Canadien. Sinon, juste là, il venait t'en perdre 2 millions par année. Juste là. Un petit mot sur... Voyons. Bon. Tout va bien, Alex? Ça va aller. Okay. J'ai dit que j'étais... Non, je pensais que tu étais en train d'avoir une rupture d'anévrisme. Non, allez, enfin. Faudrait pas que... On t'inquiète. Lève le bras gauche. Y a-t-il une odeur de rôti brûlé? Non. Apparemment que quand... Avez-vous déjà entendu ça? Apparemment ça que sent quand les toasts brûlés, apparemment. Ouais. C'est un des signes. Pas vrai? Service public. Je pense que c'est quand... Ouais, peut-être qu'on s'aventure, là, mais... Là, c'est ça. Là, j'ai entendu ça dans un corridor. C'est un des signes. Il y avait une publicité là-dessus, différents signes pour reconnaître
un AVC. Donc, c'est ça. Il y avait ce que je viens de faire. Lever le bras, un des deux bras, le gauche, je pense. Il y a aussi, c'est ça, la personne peut sentir que ça sent comme les toasts brûlés. OK. Bref. Évidemment, quand c'est le matin, il faut relativiser. partager. Ça sent les toasts brûlés, oui. J'ai mets du beurre de pinot. C'est quel détecteur de fumée part? Si tu t'écris, ça sent les toasts brûlés avec juste le bras droit dans les airs. Ça veut dire que ça va mal. Mais je vous rassure, dans le cas qui nous intéresse, j'étais au carrefour. Je ne savais pas comment amener le prochain sujet. Parce que dans tes notes, Martin, tu fais une référence à la course au trophée Calder. Ouais. Et il y a de ça quelques jours maintenant, il y a le confrère Mathias Brunet qui a écrit qu'il n'y en avait pas. Il n'y en aurait pas de course au trophée Calder parce que c'est Matthew Schaefer qui allait. Et tu vois, c'est là, mon hésitation était là. Est-ce que c'est comme ça que j'y vais? C'est comme ça que j'y vais. Alors là, je l'ai dit juste pour vous illustrer mon modus operandi. Écoute, t'es bon. Merci de résumer. J'avais pas lu le papier de. Non, mais ça fait. Non, mais c'était un peu prématuré. Puis mais de dire qu'il n'y aura pas de course cette l'année, avec la façon dont ça fait comme 2 semaines qu'il a écrit ça. C'est ambitieux. Oui. Voilà. C'est audacieux, je devrais dire. Et d'où mon hésitation, mais là. C'est pas comme ça que je l'ai amené. Là, je l'ai amené autrement. D'abord, j'ai hésité. Ensuite, on a fait une parenthèse sur les AVC. Et je vous ai ensuite expliqué ma démarche. C'est comme ça que ça s'est passé. D'ailleurs, je pourrais rectifier le tir sur les AVC parce qu'on a quand même donné toutes sortes de... Allez, vas-y, sauve une vie au moins. Alors, avec... Service public. Rectifions sur le site du gouvernement du Canada. Alors, les signes avant-coureurs, c'est une faiblesse d'un seul côté de votre corps. OK. Engourdissement au niveau du visage, dans les bras ou dans les jambes, d'où la difficulté à lever les bras. Difficulté à parler ou à comprendre ce que disent les autres, un peu comme ce qui t'arrivait tantôt. T'avais au moins un symptôme. Des troubles de la vue, pas, comme une vision double ou l'incapacité de voir surtout d'un œil et des étourdissements comme la perte d'équilibre. Il n'est pas question de toast brûlée, finalement. Okay. Alors, pas dans le pense-bête du gouvernement. Non, exact. Alors, oubliez ça, les toasts brûlés. On n'a rien dit. Bon, alors, Mathieu Schaefer et Ivan Demidov. Oui, ben, j'avais trouvé ça quand même audacieux d'attribuer, de décerner le titre de recrue de l'année après 4 matchs. Mais c'était une façon d'appuyer sur le fait que Schaefer connaît toute une entrée en matière. Honnêtement, c'est exceptionnel. 5 buts, 5 passes, 10 points en 12 matchs. Il est le plus jeune défenseur de l'histoire à avoir réussi un doublé dans une rencontre, 2 buts. Schaefer a joué quelques matchs l'année dernière. Je n'ai pas les statistiques sous les yeux, mais c'est quoi, une vingtaine environ? Dans le junior. Où est-ce qu'il jouait? Pas dans la Ligue nationale. Il s'est blessé au championnat mondial junior en entrant en contact avec le poteau. Je pense qu'il s'était cassé une clavicule ou quelque chose du genre. Et il avait manqué déjà des parties en début de saison. En début de saison, donc avec les Otters, il n'a disputé que 17 matchs. C'est très, très peu. Il est extrêmement jeune. C'est aussi un des plus jeunes défenseurs de son repêchage. Il est passé à 11 jours d'être repêché en 2026. Donc, il vient juste d'avoir 18 ans, là, le 5 septembre. Et c'est un défenseur. Tout joue contre lui. Tout joue contre lui. Il n'a pas joué de l'année l'an passé. Familial. Il est super jeune. T'as raison, c'est vrai. Il a vécu un drame familial. Sa maman est décédée l'année dernière du cancer du sein. Comme tu dis, Alex, ce ne sont que des boulets ou que des obstacles. Des obstacles majeurs et il connaît une entrée en matière spectaculaire, phénoménale. Alors, il est bien possible que Matthew Schaefer reparte avec le titre de recrue de l'année, particulièrement en raison de ce qu'il fait, mais son âge et sa position là, vient donner encore plus de poids à sa candidature. Si ça se maintient, évidemment, on verra. Ouais. Alors, on ne lui souhaite pas de mal à personne d'ailleurs, mais une blessure peut arriver. Ouais. Alors, tu sais, il faudra attendre un peu, mais c'est vraiment très, très impressionnant. Et pour les Highlanders, c'est un cadeau tombé du ciel là, parce qu'ils ont remporté la loterie. Il y a 5 buts marqués depuis le début de la saison. C'est le plus haut total, pas chez les recrues, chez tous les défenseurs de la Ligue nationale. Et moi, il y a un chiffre qui m'impressionne beaucoup, c'est qu'il y a déjà 36 tirs au filet. Ce qui m'impressionne le plus de Matthew Schaefer, c'est le nombre de tirs qu'il a réussi depuis le début de la saison. Il y a 36 tirs déjà qui ont atteint le filet. C'est le 3e plus haut total dans la Ligue nationale, derrière Zach Werenski et Evan Bouchard. Et je me souviens d'une conversation que j'ai eue déjà avec Scotty Bowman. On était assis dans les gradins à Chicago pendant le camp d'entraînement. Il me disait, la chose la plus
quand tu veux regarder les équipes qui ont du succès dans la Ligue nationale, souvent, ce sont les équipes dont les défenseurs réussissent le plus à atteindre le filet. C'est très difficile d'atteindre le filet parce qu'aujourd'hui, les joueurs bloquent les tirs. Il faut être capable de se déplacer avec la rondelle, de danser sur la ligne bleue, de trouver la ligne de tir. Et ça génère de l'attaque, ça génère de l'activité autour du filet. Et qu'un gars de 18 ans comme ça ait déjà réussi à ses 12 premiers matchs, 36 tirs. C'est 3 tirs en moyenne. Ça marche, au filet, là, puis il a marqué 5 buts, c'est pas par hasard. Là. C'est extrêmement impressionnant. Ouais. Fait que donc, il va y avoir, je pense, toute une course pour l'obtention du trophée Calder. Et comme Schaefer est Canadien, Nord-Américain, plus jeune, ce sont des facteurs qui pèsent. Ce sont pas des... On ne décerne pas ça de façon objective. C'est pas purement objectif. Non, c'est ça. Ça ne l'est jamais. Non, mais défenseur par rapport à ailier, presque 2 ans de différence, évidemment que ça donne du poids à sa candidature. Absolument. Alors, on verra ce que ça donnera. Cela dit, Demidov il est correct. Il est pas pire. Il est exceptionnel. Là. Oui. La façon dont il est pas pire. Est-ce que c'était Nick Jensen qui a battu avant de préparer son but et le fameux passe-éva que tu comptais tantôt, juste avant ça, il déculotte quelqu'un. Ouais, il est en train de s'exprimer le long de la rampe face à un défenseur, puis il me semble que c'est Jensen. Puis il lui casse les chevilles complètement. Là, il fait deux changements de direction extrêmement brusques. Jensen est largué. Il y a un boulevard devant lui. Il remonte en haut. Fait coucher Dylan Cousins en fin de temps de tir, passe à Hudson, ça lui revient, bing. Pif, paf. C'est un talent exceptionnel. Absolument. Puis on n'a pas... Je pense qu'on a juste vu la surface. Ben oui, ça commence. Oui, ça commence. Ben là, c'est une carrière qui commence. Ça c'est indéniable. Alors, on pensait qu'il y aurait réédition pour le Calder. On pensait que ce serait pour une 2e année d'affilée un joueur du Canadien. Mais peut-être qu'il y aura réédition, mais que pour la 2e année d'affilée, ce sera un défenseur. On verra. Ce qui ne doit pas être arrivé souvent non plus. Le Canadien a trois possibilités. Là. Ouais, ben, on en a parlé au dernier balado. Dobèche, Kapanen et Demidov. Hey, Dobèche, avez-vous vu ça? 3e étoile. Du mois. C'est comme, il me semble qu'on devrait faire un épisode complet là-dessus. C'est vrai que c'est étonnant. On n'a pas fait un épisode réactif là-dessus, Jack. C'est gros. Non, c'est vrai que c'est étonnant pour un gars qui a joué juste 6 matchs. Ouais. On s'entend, là, c'est rare que tu vois ça. Quand un gardien remporte une étoile du mois, généralement, il a obtenu une dizaine de départs, puis il était de tous les combats ou presque. Il est invaincu quand même. Là, il est invaincu, puis il y a une moyenne. Il y a quelqu'un qui prend ces décisions-là, qui n'aime pas Samuel Montembeault. C'est un peu... pas far-fetch, mais c'est ça. Je veux bien croire qu'il est invaincu, mais comme tu dis, ça reste un gardien auxiliaire encore. Qui n'a pas joué. Tu ne fais que regarder les chiffres normalement pour attribuer les étoiles du mois. Mais j'étais surpris. Je reste surpris, même si je suis... Ça a été le gardien numéro 1 du Canadien au mois d'octobre. Il a joué un match de plus que Montembeault. OK. D'accord. Alors, voilà, il a été un des meilleurs de la Ligue nationale, statistiquement. Là, il est encore parmi les meneurs pour les buts sauvés. Oui. Est-ce que la recrue... Même pour la moyenne et tout. Là, la recrue du mois d'octobre est... Les recrues... c'est plus mensuel. Non. Oui, il y a toujours la recrue du mois d'octobre. Je ne me rappelle pas, là, c'est qui. Un brûle pour point comme ça. Non, mais je ne l'ai pas vu passer, moi. C'est pour ça que je dis ça. Dobèche est encore 2e pour la moyenne. Derrière le gars qui ne jouera pas pour l'équipe canadienne aux Olympiques. Là, lequel? Logan Thompson. Ah oui. Jack me dit que c'est Matthew Schaefer, la recrue. Ça a bien du bon sens. OK. Mais c'est comme... T'es l'étoile du mois chez les joueurs normaux, mais la 3e, enfin. OK. Bon, regarde. Je comprends. C'est pas impossible. Ça n'a aucun. J'ai hésité à aborder le sujet. Il y a de ça, quoi? C'était il y a quelques semaines, le scandale de Paris sportif qui a secoué la NBA, entre autres parce que, bon, ça se passait dans un autre sport. Mais moi, c'est une question qui me...
Avez-vous vu le John Oliver là-dessus? Il y a ça quelques années maintenant. John Oliver a fait un épisode de c'est comment ça s'appelle? Last Week, This Week, Tonight, ou enfin sur HBO. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, à chaque épisode, Oliver déconstruit un sujet à sa manière. C'est à la fois toujours très divertissant et instructif. Et celui sur le pari sportif, c'est tellement évident que c'est ton téléphone dans ta poche, puis c'est accessible, c'est ta carte de crédit connectée, puis c'est un poison là, qui peut être très, très, très dangereux. C'est que c'est comparable à l'alcoolisme. Là. C'est comme... C'est toute forme de dépendance. C'est ça. Le jeu est un vice, entre guillemets, qui crée de la dépendance auprès d'un certain pourcentage de la population. Et la prévalence du jeu comme ça, le fait d'être constamment sollicité par des publicités, de pouvoir parier avec l'aide de ton téléphone, c'est comme si on donnait à des alcooliques, on leur permettait d'être toujours... S'ils avaient toujours une bouteille en main. Oui, et qu'ils étaient prêts avec ça, là, c'est épouvantable. Appuyer sur un bouton. Donc là, il y a cette poignée qui s'offre à nous. Arthur Kaliev, qui a joué quelques matchs avec les Kings de Los Angeles, qui est dans l'organisation des Sénateurs d'Ottawa. Il n'a pas joué quelques matchs, il a joué un peu. Il a beaucoup joué pas mal avec les Kings, oui. Mais là, il ne joue plus dans la Ligue nationale. Il est dans la Ligue américaine. Il a joué avec les Kings, il a joué avec les Rangers. Maintenant, il est dans l'organisation des Sénateurs. Il a commencé la saison avec les Sénateurs. Là, il est à Belleville présentement, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Mais le New York Post, nous apprenait que il y a tout un historique, et ça vient de son ex-copine là, qui a déballé ça, tout un historique là, de paris sportifs, je veux dire, de contraction de dette, mais ça sonne... non. Ça sonne pas bien. Non. Mais il avait emprunté de l'argent à un paquet de joueurs des Sénateurs, de l'argent à son ex-copine. Des Kings. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit des Sénateurs. Des joueurs des Kings, merci. Et que c'était une situation qui vraiment là, se détériorait. Rob Blake, le DG des Kings à l'époque, avait même dû intervenir. Et tout ça... Non, évidemment, le pari sportif il existe des plateformes légales maintenant. Ça a été légalisé. Corrigez-moi si je me trompe, les joueurs de hockey ont le droit de parier, de faire du pari sportif si ce n'est pas sur le hockey. Si ce n'est pas sur le hockey et si, évidemment, ils font affaire avec... si c'est légal. Exactement, des circuits légaux. Alors, ceci étant dit, quand un joueur, le vrai... Bon, évidemment, il y a toute la problématique du jeu là, dont on vient aborder, mais si on parle d'un point de vue sportif, quand la pérennité du sport est en danger, il y a là de quoi s'inquiéter. Puis, quand un joueur se met dans une situation comme lui s'est mis, il y a là une possibilité. C'est ça, en grande position de vulnérabilité. C'est l'ex-copine de Kaliev, qui s'appelle Lauren Moken. Elle dit que durant la relation qu'elle a eue avec lui, qui a duré quelques années, elle dit que Kaliev lui a subtilisé 50 000 $ pour payer des dettes de jeu. Elle raconte que, selon Igor Larionov, c'est le New York Post qui a vu les échanges de courriels. Là. Selon Igor Larionov, Drew Doughty prétendait que Kaliev avait contracté des dettes de 50 000 auprès de plusieurs joueurs des Kings en raison notamment de paris perdus et de choses semblables. Le New York Post rapportait que le directeur général des Kings, Rob Blake, avait interpellé Kaliev et son agent Ian Pulver en décembre 2023 pour dire à Kaliev, écoute, là, à la fin de chaque saison, les joueurs donnent un pourboire, un montant d'argent au préposé à l'équipement de l'équipe. C'est le petit personnel qui se dévoue corps et âme pour les joueurs. Toi, tu n'as pas versé, tu n'as pas donné le pourboire aux joueurs. Il faut que tu remplisses ce devoir-là et que tu donnes le pourboire au préposé à l'équipement. Et qu'après plusieurs semaines, Kaliev ne l'avait toujours pas fait et que Blake a dit à Kaliev, écoute, tu vas rester prisonnier de notre organisation, on ne te soumettra pas au ballotage tant que tu n'auras pas payé tes dettes. Et c'est seulement quand ces dettes-là ont été payées au début du mois de janvier 2004 que Kaliev a été placé au ballotage et qu'il s'est retrouvé chez les Rangers. Et donc, toujours selon l'ex-copine de Kaliev, il plaçait des paris. Il y avait un acolyte qui plaçait des paris pour lui sur des sites illégaux, sur des sites
situés offshore, là, qui sont la plupart du temps opérés par le crime organisé, ce type de site de paris-là. Et l'article disait aussi, selon 2 sources, que l'agent de Kaliev, Yann Pulver, n'a jamais été payé par Kaliev pour ses services. Il n'a jamais touché ses commissions. Alors, ça, c'est en plein le portrait, surtout s'il faisait affaire avec des sites illicites et qui n'étaient pas capables de payer ses dettes et qui étaient visiblement en manque d'argent. Dans cet article-là, son ex-copine raconte que durant toute la saison 2022-2023, c'est elle qui l'a fait vivre, là, parce qu'il avait pas. Il touchait quand même un salaire de la Ligue nationale et il n'était pas capable de payer ses dépenses courantes. Alors, ça, c'est en plein le type de vulnérabilité qui peut être exploité par le crime organisé, surtout si tu fais affaire avec eux. Ils disent, bon, mais là, tu as contracté une dette importante. On en a des idées pour... On est prêt à l'effacer, mais tu vas nous rendre un service. Et là, on peut entrer dans la manipulation de match et tout ça. Là, il n'y a pas de telles allégations, mais c'est en plein le portrait du genre de vulnérabilité que les gens du crime organisé exploitent. Et tu faisais référence au scandale de la NBA qui a éclaté il y a 2 semaines. Il y a Chauncey Billups, l'entraîneur des Trailblazers de Portland, qui est l'équivalent dans la NBA de Martin Saint-Louis dans la Ligue nationale de hockey, là, qui a gagné plus que 100 millions dans sa carrière, qui a été admis au temple de la renommée du basketball, qui dirigeait une équipe qui a été accusée par le FBI de participer à des arnaques, des parties de cartes où on arnaquait des joueurs là, pour des sommes de millions de dollars. Ça veut dire que la mafia avait un accès direct au vestiaire des Trailblazers. S'il y avait un complice qui organisait des parties de cartes truquées, j'imagine qu'il ne parlait peut-être pas juste de cartes. Il y avait un joueur actif de Miami qui a manipulé des résultats, qui a manipulé ses propres performances, qui a feint une blessure dans un match pour Terry Rozier. Pour faire profiter des parieurs de cotes négatives à son endroit. Et il y a un ex-entraîneur et joueur de la NBA aussi qui traînait dans l'organisation des Lakers de Los Angeles, qui lui vendait du renseignement à des parieurs en disant aujourd'hui LeBron James il va jouer un nombre de minutes. Il va jouer un nombre de minutes limité. Fait que ce genre d'informations-là. Alors, ces arrestations-là qui ont eu lieu il y a 2 semaines dans la NBA montraient que simultanément, le crime organisé avait un pied ou des oreilles dans 3 vestiaires de la NBA. Et c'est ce que... Et on voit ce genre d'histoire-là éclater partout depuis 2018, depuis que la Cour suprême des États-Unis a rendu légaux les paris à la grandeur des États-Unis. C'est légal maintenant au Canada depuis 2021, depuis que le Parlement a adopté ça. Et ce que ça a eu pour effet... Le crime organisé a toujours été intéressé par les paris sportifs. Là. Premièrement, parce que les parieurs compulsifs contractent des dettes qu'ils ne sont pas capables de payer. Fait que là, on fait du prêt usuraire, puis on fait beaucoup d'argent avec ça. On ruine littéralement les gens. Mais le crime organisé a toujours été intéressé par la manipulation des cotes, par trouver de l'information privilégiée pour profiter des cotes qui sont affichées. Et 2, le grand prix, le joyau, c'est de trouver quelqu'un de l'intérieur qui est vulnérable et qui peut aider à manipuler les résultats des matchs. Alors, ça fait... quand tu lis l'histoire de Kaliev, là, ça a l'air d'un copier... C'est le scénario classique. Comme tu dis, c'est le portrait type d'une brèche là, qui peut s'ouvrir. Et on s'interrogeait avant d'enregistrer... Il y a sûrement des gens qui ont pensé qu'en légalisant les paris sportifs, ça allait couper l'herbe sous le pied du crime organisé. Et c'est comme si ça avait eu l'effet inverse. C'est comme si ça avait banalisé la pratique au point où, et on en parlait encore là, moi je suis... Évidemment, je ne suis pas un journaliste d'enquête, mais vous avez lu comme moi récemment les dernières... lutte qu'il y a eu dans le milieu du crime organisé à Montréal, c'était entre autres pour mettre la main sur les équipements là, qui gèrent le pari sportif à Montréal. Puis,
Ma première réaction, ça avait été de me dire « Ah, c'est encore une business du crime organisé, ça? Ah, les gens s'entretuent pour ça. C'est parce non qu'il y a de seulement l'argent. oui, mais vraisemblablement, c'est un morceau important. Donc, juste différencier les choses. Il y a la problématique du jeu en tant que tel, qui, moi, en même temps, je joue pas. Fait que c'est facile à dire. Mais, de l'autre côté, en tant qu'amateur de sport, on peut s'inquiéter que la pérennité du sport soit... Il y a l'intégrité. L'intégrité, c'est ça. Je dis pérennité depuis tantôt, mais l'intégrité du sport soit manipulée. Et si la légalisation du jeu a eu un effet, vraisemblablement, c'est celui d'avoir banalisé ça ou parce que c'est pas nouveau. Un joueur de cartes qui contracte des dettes avec le crime organisé, c'est pas nouveau. C'est ça, ça a toujours été possible. Là, même les paris sportifs, c'est pas nouveau. Il y a un auteur qui s'appelle Declan Hill, je me rappelle que j'avais lu il y a plusieurs années de ça, sur le trucage des matchs de foot, même de matchs de Coupe du Monde, si ma mémoire m'est fidèle. Et il y a quelqu'un dans son livre qui se vantait d'avoir trafiqué un match des Yankees de New York. Qui avait la plus haute masse salariale. Ce qui est incroyable. Et ça, c'était à l'époque où les paris n'étaient pas encore légalisés. C'est juste que j'ai l'impression que même depuis que c'est fait, ça, il y a une telle confusion à savoir quand tu paries avec qui, qui est derrière ça et tout. Les applications, tu l'as dit, c'est sur ton téléphone, c'est dans ta poche. Donc, tu as beau parier au Québec, peut-être que tu paries avec des gens d'affaires, des entités qui sont ailleurs et qui sont peut-être pas complètement légales. Donc, il y a cette confusion-là qui fait en sorte que ça demeure très, très payant pour le crime organisé, j'imagine. Ça a créé beaucoup de misère, ces changements légaux-là. Ça fait exploser le nombre de joueurs. Là. Le pari sportif aux États-Unis est devenu une industrie de centaines de milliards par année, du jour au lendemain. Il y a un sondage qui a été fait l'été dernier qui disait que le quart des parieurs, le quart des gens qui parient de façon régulière, là, pas quotidiennement, mais à toutes les semaines et tout ça, le quart des parieurs disait qu'ils avaient été incapables de payer des factures courantes à cause des dettes qu'ils avaient contractées pour le jeu. Là. Alors, ça crée énormément de misère. Juste majeur. Les gens qui ne parient pas, qui regardent des émissions de sport, trouvent ça complètement abrutissant d'être assaillis de gens qui parlent de cotes, puis de parier là-dessus, de se faire solliciter pour des paris, de voir des publicités de paris à tout bout de champ. Les gens qui ont une sensibilité à ça, qui sont devenus des joueurs compulsifs parce qu'ils sont sollicités, perdent leur chemise. L'intégrité du sport est jetée par-dessus bord. Avant, on ne voyait jamais ça, des joueurs suspendus parce qu'à cause d'activités de paris, tout ça. Et là, il y en a à tous les 2 mois. Là, ça fait partie de l'actualité courante. La saison dernière, au baseball, l'interprète de Shohei Ohtani vidait les comptes de banque de Shohei Ohtani pour payer ses dettes de jeu qui étaient hors de contrôle. Et là, donc, ça veut dire que le crime organisé avait un pied dans le vestiaire des Dodgers de Los Angeles, avait de l'information privilégiée sur le joueur sur la plus grande vedette de la planète. Fait que l'intégrité du sport est passée par-dessus bord. Ça crée de la misère dans la population. Et les seuls qui bénéficient de ça, c'est le crime organisé puis les maisons de paris qui font des centaines de millions, là, des milliards de dollars de revenus. C'est un problème nouveau en Amérique du Nord, mais pas tant ailleurs, parce que le pari sportif était légalisé. En Europe, ça fait longtemps qu'on a à dealer, à gérer ça. C'est régulièrement sur le site de l'équipe que je consulte le trucage de matchs de tennis de division inférieure, de joueurs vulnérables, parce qu'au tennis, au-delà des 100 premiers mondiaux, par exemple, c'est pas long que votre revenu annuel baisse très, très, très rapidement. Au soccer italien, au soccer italien, au foot, énormément. Deuxième division, troisième division. Parce que c'est plus facile, parce que les joueurs sont plus vulnérables, évidemment, ils ont moins d'argent et tout. Mais pour eux, ça fait partie de leur vie et de l'actualité depuis plus longtemps. C'est un fléau avec lequel... C'est un fléau connu. Ouais, c'est un fléau familier. Nous autres, on arrive et là, en Amérique du Nord, on débarque là-dedans, puis on a pas mal les 2 pieds dedans. Là. Gardez ça en tête. Là. Gardons ça en tête, le fléau. C'est Last Week Tonight avec John Oliver. Je m'en voulais, moi qui
te targue. Qui aime bien. Quoi que ça fait longtemps, il faut être abonné. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas allé faire un tour, mais c'est du bon contenu. C'est du bon divertissement. OK. C'est ça qui est ça. Êtes-vous, est-ce que je suis plus de bonne humeur? Je pense que oui. Tu m'as pas apparu particulièrement maussade. Là. Non, mais ça paraît pas. Tu ne m'es pas apparu maussade. Non, mais... Ouais. C'est un gars qui a fait un AVC, je trouve que t'es radieux. Ça a l'air... Tu t'en es remis une fois. Ouais, ça va mieux. Très, Très, très je me sens mieux. Peut-être aller me faire manger une petite sorte de toast. Non, insistons là-dessus, là, c'est probablement du folklore, un mythe, les toasts, l'odeur de toast brûlé. J'insiste. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Oui. Je reprends ça là, parce que je les voyais moins récemment. On se revoit ce soir? Les gars, vous avez rendez-vous? Le Grand Godini ce soir. Oui. C'est un véritable... samedi. Il est partout. Oui. Il va arriver avec sa chemise hawaïenne et Ben là, il est sa tenue de baseball. T'es à Toronto, là. D'ailleurs, il n'y avait pas de manteau. Il me disait ça hier parce qu'il arrivait directement de Los Angeles. Il y a eu froid. Oh non. Pauvre le Grand Godini a eu froid, oui. Et il sera de retour vendredi, Marc-Antoine? Oui. Je te confirme. Moi, je ne serai pas là. Je ne sais pas s'il va être là, mais moi, je ne serai pas là. Merci beaucoup, Alex. Un plaisir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Quel bonheur de vous retrouver, messieurs. Merci infiniment. Et Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.